Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois et comme à chaque fois, One shot. le premier jeudi du mois, c'est le one shot absolument. Vous avez entendu sa voix extraordinaire. Fabien Ilvain est avec nous. Salut. Et puis nous avons la chance de recevoir un invité, une guest star, un homme dont on parle tout le temps, à peu près dans tous les podcasts. Il s'agit bien sûr, vous le savez, chers auditeurs réguliers, de Frédéric Synthèse. Frédéric Synthèse. Hola. Frédéric, ça va pêche? Ouais, ça va. La patate? Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer un de tes jeux. Et ce n'est pas toi qui va le présenter. Tu es privé de présentation. C'est Fabien exercice qui a lu le livre et qui va nous le présenter. Enfin, le livre, effectivement, je l'ai lu, mais ça fait un moment que je le connais, puisque je participais au développement. Je crois que ma première partie date du printemps 2010. Ouais. Où j'avais simplement pris le fichier que Fred mettait à disposition à l'époque sur son site, et puis je l'avais lu et puis j'avais testé. Le rapport est toujours sur Silent Drift quelque part. Ouais. Je crois que c'est mon tout premier jeu à narration partagée. D'accord. Si je me trompe pas. J'avais fait déjà de l'indépendant en testant Sens auparavant. Et ça avait été intéressant parce que je connaissais pas Fred, en fait, il m'avait pas fait jouer, j'avais vraiment pris le jeu brut de décoffrage, j'avais découvert Frédéric à travers Prosopopée. Exactement. Et alors je sais pas pourquoi, petite anecdote people de la cellule, mais quand je me représentais Fred après avoir joué à son jeu, j'imaginais que Fred était immense. Pour moi, il devait bien faire 2m10 ou 2m20. Enfin, je sais pas, je sais pas si c'est parce que j'avais été impressionné par son jeu ou mais comme ça que je le voyais. Ouais, en fait, compte, je fais 1m76. Ça... C'est la minute people du podcast de la cellule. Ouais, et 60 kilos tout mouillé, donc. Bon alors, Prosopopée, c'est quoi? Prosopopée, c'est un jeu dans lequel on va jouer des vagabonds sages et un peu mystérieux qui se déplacent de village en village, qui voyagent dans un univers qui pourrait être celui d'un Japon médiéval brumeux. C'est pas très clair, c'est un univers qui est assez marqué par la légende. Et ces vagabonds, en fait, vont d'un village à l'autre, de communauté humaine en communauté humaine, pour aider les êtres humains à résoudre les déséquilibres, les problèmes qu'ils ont créés avec la nature. Alors, ça peut être des déséquilibres très écolos, façon on a pollué une rivière à proximité, et ça peut être des trucs parfois très très abstraits du genre je cite des exemples de parties, la pierre qui refuse d'être taillée, donc un village qui bâtissait une immense tour, il pouvait plus tailler la pierre, ou je sais plus, il y avait des histoires comme la musique qui était inversée ou des choses comme ça, enfin, des trucs très conceptuels. Mais tout est possible, mais il y a une grande variété de problèmes possibles entre les deux. Alors là, il y a un effort, on va dire, d'honnêteté de la part de la cellule, c'est que ici tous les trois, on est quand même des gros playtesters du jeu, on n'arrive pas tout naïf devant ce jeu, même si je précise quand même que je n'ai jamais joué à cette version de Prosopopée. Ça fait quand même des années que moi j'y ai pas touché à ce jeu, donc je vais découvrir. Ça c'est cool. Alors à ce propos, j'aimerais préciser un truc aussi par rapport à Par contre, vous deux, vous êtes vraiment. Ah oui, moi je connais par cœur. Fred est l'auteur et donc. J'en ai fait tenter plus. J'ai joué avec ma famille, j'ai joué avec. Faut dire aussi que. Alors moi j'ai un truc quand même à dire par rapport à la cellule et à nous trois. Enfin, je mets nous quatre avec Christophe, c'est que moi je soutiens beaucoup vos jeux, mais disons que j'ai admiré votre travail avant d'être votre ami. C'est-à-dire que je soutiens pas votre travail parce qu'on est amis. Mais bien le contraire. C'est parce qu'on s'est rencontrés en se disant waouh, c'est génial, ces gens qui écrivent ces jeux bizarres. Ça c'est quelque chose, je sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs mois on a fait le podcast sur Monostatos. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens, je l'ai bien précisé dans les commentaires. C'est-à-dire que on a été amis parce que on aimait nos jeux. Voilà. Et non pas c'est pas parce qu'on est amis qu'on aime les jeux. T'as raison de le préciser. Moi, je l'avais précisé. Donc évidemment, je veux dire on fait c'est réciproque. Voilà. Et tout le monde. Hein. C'est-à-dire que toi, nous deux, on s'est découvert par Démiurge et Sens, Fred et moi. Moi, je vous ai découvert tous les trois. J'ai joué à Innommable sans rencontrer Christophe. J'ai joué à Prosopopée sans rencontrer Fred. Bon, toi, évidemment, on s'est rencontrés au Monde du Jeu 2009 autour d'une table de Sens, mais parce que là, effectivement, pour les auditeurs, il y a, on va dire, 3 gros. Il manque Christophe de Silent Drift.
parmi les premiers à s'être inscrits, on va dire, à faire vivre le forum comme il le fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a plein de petits jeunes qui arrivent et il y a une chouette, très dynamique. Chouette nouvelle génération. Donc c'est super. Cool. Donc, alors le jeu est disponible sur Lulu aussi. Ouais. Parce qu'on oublie toujours de dire où les jeux sont disponibles. Il faudrait quand même le dire. Et donc ça, c'est un jeu de rôle indépendant francophone. Exactement. 100%. Un des premiers à vraiment se revendiquer indépendant. Avec sens. Avec sens. Ouais. Oui, voilà. Et Monostatos. Et Monostatos. Si on veut faire l'autopromo. Bah oui, non, mais c'est vrai. Autopromo. C'est normal. La cellule est là pour encourager le jeu indépendant. Elle s'est construite autour de ce projet d'indépendance. Et donc, c'est normal que l'on fasse des one-shots sur les jeux indépendants qui sortent. En l'occurrence, si on est 3 autour de la table. Et effectivement, c'est les 3 premiers jeux de rôle francophones indépendants à se revendiquer comme indépendants, parce qu'il y en avait bien sûr avant. Il y avait des jeux qui correspondaient à la définition d'indépendance, mais c'est normal qu'on soit autour de cette table. C'est pas une coïncidence. Ok, revenons à Prosopopée. Je propose. Oui, non, mais bien sûr. Je prosopopose. Non, mais c'est important de faire ce petit point. Ouais, mais c'est vrai que c'est important pour les auditeurs. C'est important de comprendre, d'être transparent sur notre démarche. Donc, comment ça fonctionne, Prosopopée? Alors, on va d'abord créer, donc, pour donner un peu une idée de la partie, c'est un jeu de rôle dans lequel il n'y a pas de préparation, ni lieu, ni scénario. On vient uniquement avec le jeu. On crée quand même des personnages auparavant, mais la création de personnages est très rapide. Ouais. Puisque, alors, on répartit un certain nombre de points entre leur capacité, mais c'est 5 points à répartir dans 5 capacités. Donc, enfin, c'est 5 capacités pour lesquelles il faut déterminer leur valeur. Ouais. Et on choisit surtout leur nom. Et le nom des personnages à prosopopée, c'est essentiel. Parce qu'un personnage à prosopopée s'appelle toujours celui qui ou celle qui. D'accord. Alors je vous donne à nouveau des exemples de parties. J'avais eu un personnage que je trouvais absolument génial qui s'appelait celui sur qui pousse le lichen. Donc qui était un personnage qui était lié à la couleur plante. On va expliquer après ce que c'est que les couleurs. Moi j'ai eu pendant longtemps un personnage qui s'appelait couleur plante. Celui dont le sang est de sable, qui était lié à la couleur élément. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Après, ça peut être des choses assez plus claires, hein, genre celui qui a des yeux de chat, celle qui a des ailes d'oiseau, etc. Donc déjà, on voit rien que par la manière de parler des gens, des personnages dans le jeu, qu'il y a une forme de description qui est faite d'entrée de jeu. On est défini par ce qui nous caractérise. Voilà, en effet, les personnages ne s'appellent pas Jean-Pierre, en fait, Michel et voilà, Marcel. John. Il n'y a pas de nom propre aussi. Alors, en fait, l'univers de Prosopopée est pas décrit de manière extensive, mais il est réduit à des règles qui en fait c'est un peu comme si c'était des axiomes de cet univers. Ouais. Et à partir de ces règles, en fait, ça crée vraiment un univers qui a beaucoup de personnalité. Et je crois la règle essentielle de cet univers, c'est que c'est un univers sans nom propre. Alors, ça paraît bizarre comme ça, mais si plutôt que de dire je vais voir Jean-Pierre, je dis je vais voir l'homme au turban rouge, ou bien je me rends à la ville des 3 clochers et des 1001 tours, par exemple. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois on décrit ce dont on parle plutôt que d'utiliser un nom propre pour eh bien ça renforce la beauté en fait de la partie et la description, toutes les descriptions qu'on peut apporter à. Et donc ça, en gros, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que la manière dont on parle des choses et des gens dans Prosopopée, c'est déjà une partie du système de jeu, si je veux dire. Exactement. Et ça crée ça crée l'univers. Un truc que je trouve vraiment bien aussi, c'est par exemple les règles invitent à éviter de parler de dragon, et plutôt à dire un gros lézard qui crache du feu, plutôt que de parler d'un ogre, un homme très grand, affamé, avec de grandes dents, parce que d'un seul coup ça apparaît comme quelque chose. Enfin, on quitte le domaine du cliché. C'est-à-dire qu'on quitte pour avoir une image dans la tête. Donc toi, Fred, tu dirais que l'univers de ton jeu, c'est justement ce choix esthétique de parler des gens et des choses. Oui. Il y a pas un univers autre. Alors, parce qu'en fait, en général, quand on présente un jeu de rôle, on dit voici l'univers, voici le système de jeu, voici le système de résolution. J'ai quand même commencé tout à l'heure par dire que c'est un univers qui ressemblait
qui était plutôt placé dans le passé. Et après, enfin, à cause des très vague, et à cause des inspirations de la déformation à force de parler tout le temps du jeu. À cause des inspirations de prosopopée, il y a une dimension japonaise qui est assez japonisante, qui est nippone, qui est assez forte. Mais c'est sûr que c'est un univers qui est sans technologie. Et ça, c'est vachement important. Il y a la roue dans prosopopée. J'aime bien poser cette question-là. Non, oui, sans problème. Il y a celle qui permet de tracter je sais plus pourquoi. Très bien. Réexplique-nous. Je peux répondre à. Ouais, mais j'aimerais bien que tu reviennes aussi sur la technologie parce que je sais plus exactement pourquoi. D'accord. Oui. Alors, en fait, l'ensemble des contraintes qui sont prévues dans le livre permettent en fait de se centrer sur le sujet du jeu, c'est-à-dire vraiment la relation de l'homme et la nature. C'est pour ça que ce n'est pas une société moderne et industrielle qui déplacerait le sujet du jeu et des parties. Donc voilà, tu as donné déjà la contrainte des noms. Il y a la contrainte que ce soit un univers qui ne soit pas ni moderne ni industrialisé. Et en fait, ouais, pardon. Il y a vraiment un truc qui est important, c'est qu'en fait, c'est important que l'univers de prosopopée ne soit pas défini auparavant. C'est-à-dire que c'est bien, ça fait partie du plaisir de jeu que de découvrir tout en inventant le village dans lequel on va arriver. D'accord. Ouais. Par le biais justement des noms qu'on lui donne, on lui donne des descriptions et ce sont ces descriptions. Mais alors justement, c'est très étrange. Hein, vraiment, c'est dur à aborder. Mais ce qui est alors. Ce qui donne de la cohérence à cet univers, ce qui fait que il a vraiment une personnalité, donc c'est qu'il y a absence de nom, pas de technologie, et aussi qu'il y a ce qu'on appelle les 6 couleurs. Alors, les auditeurs peuvent pas le voir, mais au milieu de la table, on a ce qu'on appelle le cercle des couleurs, qui en fait résume de manière imagée les 6 couleurs qui sont les couleurs, les briques fondamentales de l'univers. Donc sur un bout de papier est imprimé un symbole, un cercle dans lequel on trouve 6 autres cercles. Donc c'est des cercles dans des cercles. Voilà. Et donc sur lequel il est écrit. Alors objet, ouais. C'est-à-dire l'ensemble des objets, des éléments artificiels de l'univers. Ouais. Animaux. Végétaux, bon jusque là il y a vraiment pas de difficulté. Éléments, c'est air, terre, feu, donc tout ce qui va être, je parlais du sable tout à l'heure ou du vent. Harmonie, c'est tout ce qui est de l'ordre de la beauté, de la lumière, de la musique aussi. De l'ordre. Et enfin, il y a ma couleur préférée, le vide. Qui est tout ce qui est de l'ordre de la mémoire, de l'oubli, de la mort, du monde des esprits. Donc vous aurez compris, auditeurs, que quand on parle de couleurs à prosopopée, on parle pas de couleurs le rouge, le bleu, le vert. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on parle pas non plus. Ouais. Ça, mais on a déjà consacré. Alors je sais pas s'il est déjà diffusé, mais un podcast tout entier sur la notion de couleur. Ok, très bien. Et donc. Ces 6 couleurs vont nous aider vont nous donner, en fait, vont fertiliser notre imaginaire pour ensuite nous aider à créer. Elles vont nous aider à créer nos personnages parce qu'un personnage est toujours lié à une des couleurs. Donc je disais tout à l'heure que par exemple, celui sur qui pousse le lichen est lié plutôt aux végétaux. On verra les personnages qu'on va créer tout à l'heure, mais ils seront tous liés chacun sera lié à une couleur. Finalement, à chaque fois qu'on va décrire quelque chose, on va essayer de se rattacher à l'une de ces couleurs. En tout cas, ça, plus exactement, ça nous permet d'avoir un point de départ. Et ensuite, on va créer des trucs. En ce terme de couleurs. Ensuite, les problèmes, c'est-à-dire le déséquilibre créé entre l'homme et la nature, vont aussi être liés à une de ces 6 couleurs. Alors attends, que j'oublie pas. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui est inspiré par les couleurs? La tribu étrange. La tribu étrange, ouais, ça c'est le nom du personnage. Mais voilà, on peut toujours s'appuyer sur ces 6 éléments de base parce qu'on sait que c'est des éléments qui sont constitutifs de l'univers. Quand vous dites que la tribu étrange c'est le nom du personnage, je pense que vous perdez à peu près tout le monde et moi. D'accord. Je parlais du nom du personnage, mais le jeu parle de celui qui pleure sans arrêt. Par exemple, son attribut étrange, c'est le fait qu'il ait des larmes qui coulent toujours de ses yeux. C'est ça. Voilà, c'est un attribut, comme par exemple la foudre est l'attribut de Zeus, enfin le foudre. Ouais, d'accord. Ouais, moi j'ai les cheveux blonds. Remarque qu'il a les cheveux. Ça sont les personnages, univers personnages, et puis maintenant on va peut-être parler un peu du système de résolution. Ouais. Alors. En fait, ce qui est formidable dans prosopopée, c'est que le système de résolution est de loin ce qui est le moins intéressant et en fait, c'est moins intéressant que le reste.
Ah oui, en termes de règles. Parce qu'on a déjà 14 minutes de podcast uniquement sur l'univers et les personnages. Donc, si tu nous fais un petit système de résolution en une minute, ça m'arrange. Hein. Non, c'est pas la résolution qui est importante, parce que quand on parle de règles, les règles ça peut être bien autre chose que la résolution. En l'occurrence, il y a 2 règles qui sont essentielles. D'une part, ce qu'on appelle le partage de narration. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 types de rôles dans prosopopée qui sont les médiums. Un médium, c'est quelqu'un qui va jouer principalement un voyageur, qui va raconter principalement les actions d'un personnage. Ouais. Mais il peut également raconter autour, mais prioritairement les actions du personnage. Et ensuite, il va ce qu'on appelle les nuances, qui sont les participants, qui vont principalement décrire l'univers, les gens qui sont victimes du problème et poser les problèmes. D'accord. Mais là aussi, c'est assez flou. C'est-à-dire que on peut intervenir sur les personnages. Oui. En gros, les rôles ne sont pas rigides. C'est pas un mec joue un personnage et puis il joue que ce personnage-là. Exactement. Si on va tourner, c'est un petit peu comme dans Dirty Secrets. J'ai bien dit ou pas? Je connais pas assez le jeu, j'y ai jamais joué. Donc où là effectivement chaque joueur va être amené au cours de la partie à interpréter des rôles de personnages qui ne sont pas nécessairement le personnage qu'il a créé ou qu'il a choisi au départ. Et pour continuer sur sauf l'inspecteur. Et l'enquêteur qui joue toujours le même rôle. Et pour continuer sur le partage de narration, les règles disent explicitement qu'il faut prendre son temps, que le silence c'est pas grave si ça arrive. Donc il y a un côté vraiment zen même dans la parole du jeu. D'accord. Et que on va faire des propositions presque une phrase à la fois, en prenant son temps, en écoutant les autres, en laissant émerger les trucs qui nous plaisent le plus. Et là j'arrive à la deuxième règle que je trouve vraiment formidable, qui fait le charme de prosopopée, c'est que alors un autre truc que les auditeurs peuvent pas voir, c'est qu'on a un gros tas de dés au milieu de la table. Il y a des dés dans prosopopée, incroyable. De dés à 6 faces, les plus classiques. D'accord. Et quand quelqu'un raconte quelque chose qui nous plaît, on va prendre un dé de ce tas et le donner à la personne. C'est-à-dire que tu peux pas te donner à toi-même un dé, mais tu peux le donner à quelqu'un. Par exemple, Fred raconte un truc formidable. Voilà, ça c'est le dé qui arrive sur la table. Fred raconte un truc, ou Romaric raconte un truc formidable. Je sais pas. On arrive devant un lac dont les vagues sont sont très blanches, rappellent la couleur du marbre, comme ça. Et je dis c'est super. C'est super beau. C'est super beau. Paf. Je lui donne un dé. Et ensuite, on va accumuler au fur et à mesure des dés en prenant notre temps et sans forcer le jeu. Et au bout d'un moment, on va utiliser ces dés pour résoudre. Alors, on lance les dés, on regarde avec une de nos caractéristiques, on regarde en fonction des problèmes qui ont été posés, puisque en fait, dans la découverte de l'univers qu'on va faire, c'est-à-dire mon personnage arrive dans tel lieu, puis Fred arrive, oui, c'est un village avec des maisons en bois, puis toi t'ajoutes oui, et puis il y a de l'orage au-dessus, et puis au fur et à mesure, on va poser des dés de problème sur le cercle des couleurs. Par exemple, s'il y a un problème avec les végétaux, voilà. Hop, on pose un dé sur le cercle végétaux au milieu de la table. Exactement, en disant... Et ce dé est sur un chiffre qu'on détermine soi-même. C'est ça. Si c'est la difficulté, plus la difficulté est difficile, plus le dé est posé sur un chiffre élevé. Inversement, et on va déterminer un problème précis du genre... La relation du problème... Ça n'a pas changé. J'ai l'impression que c'est la seule chose qui n'a pas changé depuis que j'y ai joué. La relation du problème à la couleur, donc végétaux par exemple, est assez libre. C'est-à-dire que c'est soit que les végétaux ont un problème, un végétal a un problème, ou un végétal ou les végétaux sont à l'origine d'un problème. Par exemple, les maisons en bois se mettent à nouveau à pousser, puis les habitants peuvent plus vivre dedans. Voilà. D'accord, ok. Et il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'on ne pose jamais... C'est-à-dire, je dis pas... Voilà, je te raconte un problème. Par exemple, il y a les maisons qui se mettent à pousser. Paf, je le pose sur le cercle des couleurs. Ouais. Il faut qu'il soit validé par quelqu'un d'autre, de manière à ce que je puisse pas infliger un problème à un personnage, ou que il y ait aussi une forme d'approbation. Qu'on ne force pas la fiction dans un sens ou dans un autre. C'est ça. Donc c'est vraiment un jeu dans lequel on fait attention à la beauté de ce qui est raconté, au plaisir de construire l'univers ensemble, et dans lequel on est en permanence à chercher trouver une approbation autour de ce cercle des couleurs, autour de ce que les autres racontent. Alors, très bien. Alors, vous voyez exceptionnellement, auditeur, déjà qu'il y a 19 minutes de présentation uniquement des règles. En fait, c'est logique. C'est parce que ici, toi, Fabien, tu nous as présenté les règles et tu as aussi présenté ses conséquences en termes d'esthétique. Ah. Tu vois, tu as fait le podcast avant même de jouer, finalement. Non, mais c'est pas grave. C'est intéressant de voir ce biais. Comme ça, on sait maintenant que celui qui présente le jeu, il faut aussi éviter qu'il y ait joué au préalable. Sinon, tu vois, ça fait des trucs comme ça. Bref. Allez, c'est parti, on joue. On y va. Let's go!
Qui veut commencer les hostilités? C'est toujours difficile. Enfin, c'est bizarre parce c'est toujours un peu étrange de sortir d'une partie de prosopopée parce que il y a vraiment une espèce de rêve éveillé dans lequel on est plongé. C'est très bizarre. C'est très bizarre à décrire, mais et quand on sort de ça, moi j'ai l'impression d'avoir dormi en fait. Mais au bon sens du terme, je me suis pas endormi. mais j'ai l'impression de sortir de la, tu sais, comme quand tu sors d'un film qui t'a vraiment complètement bouleversé. Et tu sors de là et t'es toujours un peu. Alors moi je peux commencer si vous voulez. J'ai enfin compris pourquoi déjà ce. Vas-y. Finis ce que tu voulais dire peut-être. Ouais. J'ai un truc qui m'a frappé dans cette partie vis-à-vis de la question de l'ambiance justement. Ouais. Ce qui est incroyable à prosopopée, c'est que c'est un jeu dans lequel il y a une ambiance et on est vraiment dans la fiction de manière incroyable. Mais il y a pas de technique, il y a pas de musique, il y a pas de, enfin, ça c'est très impressionnant avec prosopopée, que c'est vraiment les règles qui nous plongent comme ça. J'aime pas trop le terme immergé, mais c'est un peu, mais là pour le coup j'ai vraiment envie de l'utiliser. D'habitude, bref, et je trouve ça incroyable. C'est vraiment ça. Prosopopée, c'est un beau plaidoyer pour cette idée que le système est important. Et que le système peut conduire effectivement à plonger les joueurs dans une ambiance. De manière bien plus efficace que toutes les techniques de MJ qu'on pourra jamais trouver. Dès le départ, Frédéric, lorsque tu as conçu prosopopée, tu n'as pas utilisé de musique, tu as cherché vraiment à faire du tout nu comme ça oui. Pour optimiser les règles. Est-ce que ce que dit Fabien, ça a toujours existé ou est-ce qu'il y a un moment donné quand même où tu as utilisé des techniques genre mettre de la musique, ce genre de choses? Tamiser l'ambiance, mettre de la musique, essayer de... non, alors une fois on a essayé d'utiliser de la musique comme source d'inspiration. Ouais. Mais en dehors de ça, donc il y a un principe dans prosopopée qui est celui du paradigme, c'est-à-dire qu'au départ, les joueurs autour de la table choisissent un objet, un concept, quelque chose qui va servir de paradigme, c'est-à-dire d'objet de référence à ce qui va être créé. Là, c'était le scarabée. Là, on a utilisé une image qui est dans le livre. C'est une illustration d'un scarabée. Avec sur l'abdomen du scarabée un symbole, page 67, qui représente l'harmonie, qui représente l'harmonie et qui est vraiment, je crois, mon illustration préférée dans le bouquin. Voilà. Et alors, pour faire un petit peu un tout petit morceau de théorie, mais ça, on pourra aussi en reparler dans un podcast garage. Le paradigme. Dans prosopopée, c'est une technique qui est souvent reprise dans les jeux de rôle à narration partagée, dans lesquels on essaie de développer la beauté, l'esthétique de l'univers, qui est en fait ce qu'on appelle une graine. Les anglo-saxons appellent ça seed. Ouais. C'est présent dans un jeu comme Dreaming Crucible le nom de l'auteur m'échappe. Lewan, c'est Kagematsu, c'est encore autre chose. D'accord, ok. Mais c'est présent dans beaucoup d'autres jeux. Alors que les couleurs, alors ce que moi personnellement j'aurais plutôt tendance à appeler des briques. C'est Joel Schumpert, The Dreaming Crucible. Je l'ai sous les yeux là. Voilà, c'est ça. Je l'ai retrouvé, c'est toi qui nous l'as apporté. Et c'est plutôt ce que j'appellerais des briques, qui est une autre manière de mettre l'accent sur l'esthétique qu'on retrouve aussi dans Sens Néant. Mais bon, Sens Néant, on n'a pas trop le droit. On sait pas trop si on peut en parler ou pas. On sait pas s'il sera sorti. Non, il sera pas sorti quand le podcast sera. On n'a pas le droit. Mais il faudra vraiment qu'on fasse un podcast aussi sur Sens Néant, qui d'ailleurs est une des inspirations de prosopopée. C'est-à-dire que le prosopopée, qui est un jeu qui est sorti, a pour inspiration pour Sens Néant, qui est un jeu qui est pas encore sorti. Ah, c'est vrai qu'on peut aussi, au passage, peut-être expliquer ce que c'est que la prosopopée. Oui. Alors, la prosopopée, c'est une figure de style. Donc, comme ce qu'on apprend, c'est au lycée, je crois qu'on apprend les figures de style, qui consiste en fait à faire parler des choses qui ne sont pas censées parler, comme un caillou, un animal, de manière à les... Un scarabée, comme chez nous. Un scarabée, voilà. Et donc c'est aussi des choses abstraites. C'est en cela finalement que prosopopée s'inspire de Sens Néant, parce que c'est le principe de Exactement. Sens Néant, justement.
Je suis toujours épaté par ta capacité à trouver des noms formidables pour tes jeux. Oui, c'est des noms qui sont pas forcément vendeurs. Ouais. Prosopopée, par exemple, c'est pas forcément vendeur. Les cordes sensibles, c'est pas spécialement vendeur. Si je puis me permettre, le les cordes sensibles, c'est un terme que j'ai proposé à Fred. Le terme, le nom du jeu avant, c'était psychodrame. Oui, c'est vrai. Psychodrame, c'est encore moins vendeur. Démiurge, ça va, c'est vendeur. Ça va. Alors, on va peut-être parler quand même de la partie. Donc déjà, paradigme, le scarabée, l'histoire en gros qu'on a créée, c'est donc celle qui se souvient des rêves des autres. Donc qui est un personnage qui est construit sur la couleur vide. Ouais. Donc les morts, la mémoire, le monde des esprits et là en l'occurrence le monde des rêves. Elle va rencontrer une aubergiste dont le fils est récemment parti. A disparu avec une femme. Et cette médium va découvrir à travers les rêves de cette aubergiste qu'en fait elle est partie avec une femme qui est finalement une divinité du scarabée. Son fils est parti avec une femme. Pardon, excuse-moi. Oui. Son fils est parti avec une femme qui représente la divinité des là où ça pose problème, c'est que l'aubergiste, la spécialité pour laquelle on vient depuis très loin pour c'est les scarabées à manger, donc des gros scarabées. Si on résume vraiment à gros traits, c'est vraiment très grossier ce qu'on est en train de faire par rapport à tout ce qui a été décrit au cours de cette partie, mais en gros, l'aubergiste cuisine depuis toujours les petits cousins de sa belle-fille, en fait. Non, elle cuisine c'est le membre de sa famille. Ses petits enfants en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Puisqu'en fait, on a découvert donc celle qui se souvient des rêves des autres, donc s'est promené à rencontrer des scarabées des étoiles. Ouais, bien sûr. On est dans le rêve, on est dans le lyrisme. Il y avait une sorte de confusion. Les rêves de l'aubergiste déformaient la réalité d'une certaine manière. Exactement. Et mettaient en péril son village et sa propre vie. Et dans le monde des rêves, donc Fabien, celle qui se souvient. Donc, il y avait un rêve dans le rêve dans le rêve. Voilà. Inception. Et donc elle a fini par. C'était pas le concept du jeu ni le concept de la partie malgré tout. Oui. Faut bien le préciser. Très bien. Et donc la médium, donc celle qui se souvient des rêves des autres, a finalement découvert que le fils de l'aubergiste et la sorcière scarabée, comme on l'a appelé, ont eu ensemble tout un tas d'enfants. Qui était un peu à la mi-chemin, transformé, mutant, on va dire, entre mais mutant beau plutôt, enfin mutant beau, un peu féerique, mutant beau, mais un peu Cronenberg quand même. Et qui non mais je vois bien. En fait, ce qui est drôle, c'est que chacun se le représente comme à sa manière. Pour moi ça avait quelque chose de féerique, même dans que le gamin ait des ailes de scarabée, légèrement organique, mais malgré tout plus proche de la fée qui se fond avec l'arbre que de quelque chose de glauque les enfants qui parlaient avec leur maman en claquant des mandibules avec leur papa en utilisant leur des dialectes de ctoniens. Et donc finalement elle a réussi à d'une part à négocier avec la sorcière scarabée que la sorcière médium, a réussi ça. Elle arrête de faire du mal au village, parce que c'était bien le problème. Et en retour, la médium a obtenu de l'aubergiste qu'elle reconnaisse ses enfants. C'est même en fait l'enfant de la sorcière scarabée qui a convaincu sa grand-mère. Exact. D'arrêter de cuisiner. Tout à fait, ouais. Alors parce qu'il faut savoir que donc il y avait deux nuances qui étaient Romaric et Fred, et que moi je jouais la médium. Voilà. Donc celle qui se souvient des rêves des autres. Mais même quand on est nuance, on peut jouer une des personnes qui est prise dans le problème directement. Voilà. Pour essayer de résoudre le problème comme l'a fait Frédéric. Voilà, la manière de résoudre est différente, mais. Alors ce qui est très intéressant dans cette partie, c'est que finalement elle n'était pas préparée. Ouais. On a décrit, nous, en tant que nuance, un cadre qui nous a, au tout départ, avec quelques mots, un chemin de terre sous les étoiles. Oui. Et toi, tu as ajouté une végétation basse et sèche. Voilà. Et des maisons de pierre aussi. Et des maisons de pierre. À partir de cette simple description que les deux nuances ont fournie, le médium s'est lancé. Avec le dessin du scarabée. Avec le dessin du scarabée en paradigme. Mais là, je parle vraiment du début de la partie. C'est d'abord les deux nuances qui
pose juste, en fait, on a l'impression d'un croquis, en fait. On Oui. fait un petit croquis rapidement d'un décor, et toi, là-dessus, tu t'imagines forcément arpentant ce chemin et rencontrant cet aubergiste. Et c'est là que tu dis, tiens, elle cuisine des scarabées, et là, tac, tu introduis le paradigme dans la description faite précédemment. Et ensuite, chacun d'entre nous a ajouté des petits morceaux en construisant au fur et à mesure. Exactement. Ça, c'est un truc qui pas de préparation de scénario. Voilà, c'est ça ce qui est formidable avec Prosopopée. Alors que pourtant, quand on regarde avec le recul cette partie, on a l'impression d'une certaine richesse, d'une certaine cohérence, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, pour la cohérence, c'est construite comme un espèce de rêve d'association. Pour la cohérence, il y a un truc qui, à mon avis, est vachement important. Dans le système? Dans le système, ouais. Qui induit cela? C'est le fait que le système dit recycler les éléments des autres. C'est-à-dire que la cohérence peut être vraiment forte lorsqu'on invente comme ça au pied levé, lorsqu'on crée au pied levé. Mais pour cela, il faut que on réutilise les éléments qui étaient ajoutés auparavant. Si on s'éparpille trop sans jamais réutiliser des éléments qui étaient présents en amont de l'histoire, ça donne n'importe quoi. Ouais, au bout du compte, on se perd un peu. On n'arrive pas à donner une cohérence à l'ensemble. Donc il faut vraiment, c'est vraiment donc important. Toi, cette règle-là, tu l'as faite en tant que game designer pour bien orienter les joueurs vers la cohérence, qu'à la fin on puisse prendre le recul sur l'histoire et se dire tiens, oui effectivement c'est cohérent. D'accord. Et ça c'est très. Enfin, en réalité, ça aussi. Enfin, je veux pas diminuer le mérite de Fred, mais c'est assez répandu dans les jeux à la narration partagée. C'est-à-dire que les gens qui disent même dans le théâtre d'improvisation. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que. Moi, il y a un truc qui me plaît d'emblée dans ce jeu, c'est que, ok, d'accord, on est dans un jeu à narration partagée, mais à ma connaissance, c'est le seul jeu de rôle à narration partagée que je connaisse, dans lequel on n'interrompt pas ce qui est raconté pour réfléchir à ce qui va se passer dans la scène suivante. Exact. Et ça, c'est une force de Prosopopée. En fait, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que je n'aime pas les jeux à narration partagée, parce que personnellement, j'aime pas trop ça. Je m'y sens pas à l'aise. Et pourquoi est-ce que j'aime quand même Prosopopée? Et en fait, je m'aperçois maintenant que j'ai la réponse. C'est parce que dans Prosopopée, contrairement aux autres jeux à narration partagée, on n'est pas en train de s'arrêter toutes les 5 minutes pour dire bon, maintenant, c'est pas vrai on va jouer. Dans Breaking the Ice, par exemple, à mon avis, t'as beaucoup plus de plaisir à jouer sur le moment, sans essayer de prévoir des choses. Breaking the Ice, c'est la thématique, en fait, m'intéresse pas. Oui, d'accord, mais ça c'est différent. C'est personnel, hein. Non, oui, d'accord, mais à ce moment-là, le problème est différent. Non, mais même dans Breaking the Ice, moi, j'ai trouvé qu'on passait quand même beaucoup de temps à définir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on joue. C'est vrai aussi pour les Slay. Tiens, on fait le round. Mais non, mais oui, c'est vrai, oui, pour beaucoup de jeux à narration partagée, mais moi, je trouve que dans beaucoup de jeux à narration partagée, c'est un point personnel, on s'arrête trop. Là, dans Prosopopée, on s'arrête pas. On est dans, justement, Fabien, c'est aussi une des conditions qui permet l'immersion dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. En tout cas, c'est une exigence de Romaric, quoi. Ouais, voilà. Moi, ça me dérange pas non plus dans les autres jeux. Oui, mais attendez, moi, je suis même pas d'accord que ça se fasse, en fait. L'exigence de Romaric, il est pas le seul à défendre cette idée-là, hein. Le nombre de personnes que j'entends qui me disent les jeux de rôle à narration partagée, c'est chiant, parce que justement, on est sans cesse en train de prendre du recul sur la fiction et en train de construire, comme un metteur en scène le film, au lieu d'en profiter. Il y en a plein qui pensent ça. Et là, Prosopopée, c'est le premier jeu. À mon avis, ça vaudrait même la peine qu'on en fasse un podcast entier, parce que je crois pas que ce soit vrai, même quand je crois pas que ce soit vrai pour tous les jeux. Si le jeu est même quand c'est vrai, les moments où on prend du recul sert à renforcer la qualité et l'implication qu'on peut avoir dans la fiction. Dans ces autres jeux, en tout cas. Il faudrait aussi qu'on parle de démarche créative derrière, parce qu'il y a un certain type de démarche créative. Et là, en tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est un des gros points forts de Prosopopée, c'est que des joueurs comme moi, il permet qu'ils prennent leurs pieds, en fait. D'accord. En fait, j'aimerais revenir à ton idée que malgré l'absence ou la quasi-absence de préparation, on arrive à créer une histoire et un monde plutôt riche, structuré et cohérent. En fait, l'ensemble du système sert à inciter tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, les joueurs se donnent des dés. Ça permet à la fois de permettre de dire ce qui nous plaît, et donc de renforcer les exigences de chacun et de les respecter vis-à-vis de ce que doit être la fiction, de ce qu'on a envie que soit la fiction. Et d'un autre côté, ça permet de structurer l'histoire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas reçu assez de dés comme ça, on ne peut pas résoudre les problèmes. Donc, on est obligé d'avoir une phase d'exploration du monde, du lieu, de qu'est-ce qui se passe. Et puis après, il y a la règle de poser des problèmes qui, tout d'un coup, donnent des sortes de révélations. Ouais. Et quand on a suffisamment de révélations, il y a le moment où les joueurs se mettent à résoudre. Et donc on a cette structure qui est présente à toutes les parties, qui permet de faire que l'histoire
à une direction précise plutôt que de raconter n'importe quoi et de pas savoir où ça va nous mener. D'accord, ok. Donc le système de jeu est, disons, on va dire, ces séquences. D'abord récupérer des dés, d'écrire des choses, etc. Et ensuite utiliser ces dés lorsqu'on en a suffisamment pour résoudre. Voilà. Cette séquence en fait du système de résolution, j'ai envie plutôt de parler, permet également d'obtenir cette cohérence. Voilà. Ouais. Et Fabien, ouais. tu voulais ajouter quelque chose? Fred me faisait une fois la réflexion à propos de Prosopopée, il disait un truc que je trouvais intéressant. On parle de moi même quand je suis là. Il disait, je disais, ce qui est extraordinaire dans Prosopopée. En fait, dans un podcast, si tu dis tu sais pas à qui tu t'adresses. Oui, pardon. Voilà. C'est pour ça qu'il faut mieux préciser. Merci Fabien d'ailleurs de faire cet effort. Je t'en prie. Ça avec plaisir. Donc, Prosopopée, c'est clairement un jeu de rôle dans lequel on profite de la beauté de ce qu'on crée. Et Fred me disait, la beauté, et c'est un peu comme l'humour ou comme la sexualité en jeu de rôle. On peut pas imposer aux gens, on peut pas dire aux gens faites un truc beau, mais on peut créer un ensemble de règles, un système, un univers tout autour qui va ouvrir une porte. Après, on peut prendre la porte ou pas. Dans tous les cas, prendre la porte, ça demande de faire un certain effort. Ouais. Mais le système est plus c'est une invitation. De la même manière que dans Slay With Me ou Bliss Stage, il y a une invitation à parler de sexualité et d'intime, mais on ne force pas à le faire. Oui, d'accord, ok. Et alors, il faut quand même reconnaître qu'il y a une il y a une certaine présence au jeu qu'il faut avoir, un certain effort qu'il faut. Tu peux pas jouer à Prosopopée comme si tu jouais à un jeu apéritif ou pour il y a quand même une présence au jeu qui est nécessaire pour en profiter, je crois, à fond. Plein tube. Une implication personnelle, quoi. Implication personnelle, pas forcément. Oui, Mais il faut être présent. Il faut écouter les autres tout bêtement. Oui. Et c'est un jeu dans lequel il faut avoir une certaine discipline, voilà, pour dire les choses simplement. Il faut accepter que les autres, même s'ils disent des choses qui peuvent paraître aussi, pas forcément, j'allais dire ridicules. C'est-à-dire, par exemple, ils décrivent des grenouilles en train de chanter une chanson. Ouais. Sur le coup, ça peut paraître ridicule. Mais comme disait Frédéric une fois, il me disait ça par MSN ou je sais plus quoi. Il me disait, mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est ce que fait Miyazaki. Si on s'amusait à décrire, par exemple, un film de Miyazaki, ça peut aussi paraître ridicule, mais c'est l'esthétique qu'on y met ensuite. C'est-à-dire que c'est à nous aussi, en tant qu'auditeurs de celui qui parle, de faire l'effort d'avoir une certaine bienveillance en fait, d'une part, voilà. Et de pas et lorsqu'on est gêné. Ça c'est une idée géniale. Et lorsqu'on est gêné par une idée, de pas s'enfuir vers l'humour ou la dérision. C'est-à-dire de l'accepter comme quelque chose de fort dans l'univers. Mais si tu penses, c'est aussi vrai pour la sexualité. C'est-à-dire que si par exemple je dis voilà mon personnage te parle de ses sentiments et te dit à la fin qu'il est amoureux de toi et qu'il voudrait faire l'amour avec toi, il peut y avoir une facilité comme joueur à s'en sortir par le. Tu sais que Fabien, avec le recul, tu vas avoir les mêmes problèmes que Freud. Hein. On va dire que tu parles de cul tout le temps. Hein. Je trouve ça particulièrement intéressant dans les relations humaines. Donc, oui. Alors après, il y a Frédéric. C'est aussi des questions d'exigence des participants. Par exemple, j'ai déjà joué avec des ados ou des pré-ados. Et bien sûr, la profondeur de la fiction était pas celle à laquelle je pourrais m'attendre quand je joue avec nous, par exemple. Fabien. Non, donc voilà, il y avait un autre. De branle. Il y avait. Et il y avait. Des exigences de qualité de fiction qui étaient celles de préado. Et donc moi qui en avait d'autres, je me suis aligné à celles des autres joueurs. Tu t'es aligné, mais en même temps le système t'invite aussi à t'aligner. C'est-à-dire que oui. Comme ce que je disais tout à l'heure, pour profiter à fond du jeu, il faut faire un certain effort, mais en même temps, toutes les règles t'aident à faire cet effort-là. Pour bien que les auditeurs comprennent, je pense qu'il faut leur donner un exemple. Moi, je vais en donner un. Okay. La règle du silence, qui est présente dans la base, qui dit en gros, vous avez le droit de laisser un silence, de vous taire, de prendre le temps de réfléchir. Cette règle-là va dans le sens que vous indiquez d'enrichissement de la fiction. Parce que comme ça, on n'est pas dans l'improvisation immédiate. On peut se donner le temps. Les gens décrivent quand ils en ont envie.
Donc ils réfléchissent, comme on dit, ils tournent leur langue 7 fois dans leur bouche avant de parler. Le silence est permis en fait. Donc voilà. Par exemple là, dans un podcast, le silence est interdit. Oui. J'ai pas le droit de me taire pour réfléchir, d'accord? Ou alors je dois couper. Et vous savez que je ne veux pas. Donc on est en direct. Donc voilà, du coup on dit de la merde. Voilà, du coup on dit de la merde. Alors que dans Prosopopée, il y a une règle qui dit bah voilà, le silence est permis et vous décrivez quand vous en avez envie. Par exemple, dans cette partie-là, j'ai senti qu'à la fin, moi personnellement, les scarabées et tout, c'est de la fiction, allait m'inviter à partir en live. J'ai préféré me taire, mais j'ai quand même joué les PNJ. J'étais quand même actif. J'avais quand même des rôles qui m'étaient octroyés. Mais voilà. Ce qui est un truc qui est fort. C'est magnifique. On peut prendre le temps d'écouter les autres. Un truc qui est fort dans Prosopopée, c'est que tu peux jouer au jeu pleinement sans faire de narration. C'est-à-dire simplement en donnant des dés. Et simplement écouter les autres. Ce fait de donner des dés, ça crée un public auquel les autres ont envie de s'adresser, ont envie de séduire. Absolument. Ont envie de charmer. Donc voilà un bon exemple de présence dans la base. Ah, je vois Fred qui... Excuse-moi Fred, vas-y. Oui, et pour aller dans le même sens, je dirais qu'il est aussi important de décrire une fleur, la forme des feuilles d'un arbre, que de décrire des événements importants, de grande envergure, toute une ville, tout un village ou toute une forêt. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu permets le silence, du coup, les paroles, quelles qu'elles soient, prennent une importance démesurée. Parce que du coup, tout le monde s'est tu, et là, il y a quelqu'un qui va dire et il y a une fleur bleue sur le chemin. Tu vois, c'est truc débile, le petit détail. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait l'effort de le dire? C'est que ça a probablement une signification. Et donc là, tout le monde gamberge pour se dire, attends, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce qu'il veut nous influencer, etc. Et c'est ça qui est bien, en fait. Ça fertilise l'imaginaire, en fait. Ouais, encore une fois, ça me fait penser à Dirty Secret. Et si Secret. ça se trouve, la fleur bleue, plus tard, aura une importance exactement. Très grande. Ce serait le fameux histoire du pistolet de Tchekhov ou je sais plus quoi. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle de la couleur en termes de théorie. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas d'incidence sur le système. Il y a une fleur bleue sur le bord du chemin. Ça crée pas de combat, ça crée pas mais ça va inspirer des choses pour la suite. En fait, c'est ça. Ça donne de l'importance à ce qui ce qui traditionnellement, on va dire, n'en a pas. Ouais. Et donc du coup, ça enrichit. Enfin, ça donne une richesse. D'où la beauté aussi. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est comme ça que le jeu crée un univers poétique, onirique. Alors alors on va revenir là-dessus parce qu'on en a un petit peu parlé avant le podcast, mais maintenant qu'on y a joué, enfin maintenant que j'ai découvert les nouveautés dans ce jeu, parce qu'en fait vous deux vous connaissez ça par cœur, mais on n'a jamais joué ensemble. Par contre, vous avez jamais joué ensemble? Ah ouais. Donc c'est la première fois. Celle qui, moi, ça me pose parfois problème. C'est-à-dire, je suis tenté de dire tu à la place parce que je trouve ça trop long parfois. Ah ouais. Mais là aussi, c'est une. Il y a deux. Enfin, là aussi, c'est une question de style personnel. J'ai envie de. Tu peux le jouer tu peux le jouer de manière très. Qu'est-ce que vous conseillez aux auditeurs? Première personne du singulier? Moi, j'ai envie de dire comme vous en avez envie. C'est-à-dire c'est ça. Moi, j'aime bien jouer de manière très mythologique en disant celle qui se souvient des rêves s'adresse à l'aubergiste et lui dit. Donc parce que en disant en prenant mon temps comme ça permet aussi aux autres. C'est une forme de silence. Ça permet aussi de donner un certain apparat. Ça donne un recul. Ça donne quelque chose d'un peu plus littéraire à la fiction. Mais si je dis je fais ceci, je fais cela, il fait ceci, il te dit ça. Ça nuit pas au jeu. Ça nuit pas du tout. Ça donne une autre dimension en fait. Je trouve pas parfois quand même que ça a tendance, alors c'est un détail, mais que ça a parfois le tue ou lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent. Par exemple, à un moment donné, je me suis retenu de narrer quelque chose parce que l'aubergiste n'avait pas de nom. Et ça m'a dérangé parce qu'à un moment donné, je voulais faire arriver quelqu'un en panique chez elle, mais qu'est-ce que je lui fais? Celle qui fait les scarabées, aubergiste. Ouais, aubergiste. Médium. Voyageur. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Ok. Oui, la fonction souvent, lorsque le tu arrive, il y a un problème aussi de décalage parce que du coup d'un coup, j'avais l'impression parfois que toi et moi, Frédéric, en tant que nuance, on était un petit peu un MJ bicéphale pour le médium de Fabien. Oui ça m'a posé problème. Oui et non, dans la mesure où Fred a aussi finalement pris s'est créé un personnage à partir d'un enfant scarabée qui est devenu un vrai protagoniste. Finalement, moi je me suis presque retiré de l'action, quoi.
Et c'est lui qui a convaincu sa grand-mère qui avait un problème à cuisiner ses petits enfants. Moi, par exemple, j'ai pas lancé les dés. C'est pas gênant de faire le ping-pong un peu. J'ai pas lancé mes dés une seule fois parce que justement, j'ai pas compris d'entrée de jeu qu'on pouvait faire des personnages comme ça. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi une chose, c'est que Fred, quand un groupe de prosopopées se forme, la première partie est une partie de compréhension du jeu. Ouais. Et la deuxième permet, c'est bon, on sait comment ça marche maintenant. Et aussi se découvrir les uns les autres. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a savoir ce que les autres ont aiment, comment ils fonctionnent, ou par exemple, Romaric, on discutait en début de partie du fait que toi t'aimes pas trop, t'es pas aussi à l'aise à jouer des médiums par exemple, t'es plus en nuance. Mais en fait, moi je savais pas trop en fait, parce que D'accord. j'avais pas. Moi dans la version alors là justement pas. Dans la version de prosopopée que j'avais joué, on jouait tous des médiums. Et ça avait pour effet, effectivement, qu'il y avait un petit peu le côté la team des PJ qui débarque dans un village et machin truc. J'ai trouvé ça beaucoup mieux là. Là, j'ai vraiment trouvé, le côté un peu Dogs in the Vineyard in the prosopopée. Et donc, alors que là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus sensible en fait. Ouais. Okay. Mais bon, ça c'est bon. Moi, il y a un truc que je n'ai jamais fait avec prosopopée. Il y a deux trucs que j'ai jamais fait avec prosopopée et qui, à mon avis, donnerait, ce qui est un truc qui est formidable avec prosopopée, c'est que ça ouvre à beaucoup de possibilités avec très peu de règles. Le premier truc que j'aimerais beaucoup faire, ce serait une campagne entre guillemets de prosopopée. C'est-à-dire jouer très longtemps, plusieurs fois avec le même groupe, les mêmes personnages, avec tout le monde dans le même rôle, soit de nuance, soit de médium. Oui, parce qu'il y a une possibilité pour le personnage de se transcender. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand il résout un problème lié à une des couleurs, donc animaux, végétal, on rappelle, éléments, harmonie, vide et objet, eh bien, il va pouvoir cocher une croix. Genre, j'ai résolu un truc de cette nature. Et lorsque toutes sont cochées, il peut transcender. Il devient c'est-à-dire, il devient le monde en quelque sorte. Et alors, moi, un truc que je trouve super cool, une divinité quoi. Oui, voilà, c'est ça. Un truc que je trouve super cool, c'est que l'attribut étrange se développe en fait au fur et à mesure que le personnage. Donc par exemple, au début, ça peut être celle qui se souvient des rêves des autres, donc qui rêve des rêves des autres. Et là, si par exemple, j'aurais pu ajouter et qui se réconcilie avec les scarabées. Alors au bout d'un moment, évidemment, ou même ton attribut de. Attends, il a pas compris. Ton attribut de vide lui-même aurait pu changer, c'est-à-dire devenir celle qui est capable d'influencer ou de transformer les rêves des autres. Et ça, c'est prévu par le système. Oui, absolument. Quand tu fais une réussite. C'est-à-dire qu'à la fin, t'as un long à rallonge du genre, celui qui fatigue les auditeurs avec le podcast et qui n'arrête pas de répéter toujours la même chose. Oui. Voilà, ça peut arriver. Généralement, c'est rare que t'aies beaucoup de propositions. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais essayer, notamment parce qu'à mon avis, un truc qui serait absolument génial, c'est qu'on va créer tout un univers. Là, on a établi qu'il y a un village avec un peuple humain scarabée qui en même temps est en contact avec le monde des rêves. Et puis ensuite, quand on fera un deuxième village, évidemment, il y a des choses de ce premier village qu'on va réutiliser, puis on va se créer vraiment toute une région comme ça, jusqu'au moment où mon personnage se transcendra et ce sera terminé, mais on se sera vraiment créé un univers. Ça, j'ai jamais tenté, j'aimerais bien faire ça un jour avec, mais ça demande du temps et une table investie. Et l'autre chose que tu voulais Et l'autre chose, c'est que, alors là, jusque-là, on a parlé de trucs, en dehors de la grand-mère qui cuisine ses petits-enfants, on a parlé... Dit comme ça, tu sais, ça fait très contre de Grimm. Ouais. Jusque-là, on a donné une dimension assez poétique et puis onirique à prosopopée, mais plutôt positive. Je crois qu'avec la couleur vide, donc je rappelle la mémoire, la mort, l'oubli, le monde des esprits, les rêves, on doit pouvoir faire un prosopopée extrêmement sombre. C'est-à-dire dans lequel le médium arrive dans un village qui est vraiment en train de souffrir, je sais pas, dans lequel il y a du sang qui goutte des arbres, où les gens souffrent de manière extrêmement forte, parce que ça c'est un truc qu'on n'a pas tellement exploré dans cette partie, mais les nuances peuvent vraiment mettre en avant la souffrance des villageois et ça rend le jeu encore plus fort. J'ai fait quelques parties comme ça et ça marche très bien, dans la mesure où les médiums ont toujours la volonté de résoudre les choses, de faire en sorte de restaurer une harmonie, de restaurer le bon fonctionnement des choses. Et du coup, voilà, avoir un villageois qui souffre d'une maladie, de quelque chose, ça peut vraiment donner
C'est-à-dire que ça accentue l'identité de base des voyageurs, des médiums. Ouais. Les médiums de base, naturellement, sont obligatoirement altruistes. Ok, c'est ce qui fait qu'ils vont aider, parce que de toute manière, eux-mêmes ne peuvent pas être affectés par un problème. C'est dans les règles. Oui. Ou alors, oui. Et donc, si une des nuances, ils peuvent subir des choses, mais ça n'a pas d'impact sur le système. Si les nuances mettent en avant ça justifie pleinement le rôle des médiums. C'est-à-dire qu'ils sont pas seulement là pour faire les bénis oui. Oh là là, c'est pas terrible ce que vous faites avec la nature. Il y a vraiment une justification pleine et forte qui est que les villageois souffrent, ils sont en train de mourir, de tomber malades à cause des problèmes qu'ils ont réglés. Donc il y a une incitation extrêmement forte à résoudre ça. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais tellement testé, faire un prosopopée horrifique, sombre. Mais à mon avis, ça peut donner des parties. Ouais, alors trop trash, ça marcherait pas. Alors juste pour signaler aux auditeurs que là, vous êtes déjà dans le comment dire, quoi faire avec prosopopée. Mais on n'a pas encore fini de présenter le jeu. Mais c'est une manière de dire que le jeu profond, oui, est extrêmement riche en fait. Oui, d'accord. Tu peux en faire plein de choses. Ouais, carrément. Mais attention, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas présenter tout, ne pas présenter tout ce qu'on peut faire avec le jeu avant d'avoir même présenté le jeu. Un truc sur lequel je voudrais revenir avec vous, c'est l'histoire de don des dés. Est-ce que tu as jamais vu des parties où ce don ne fonctionnait pas? Ou fonctionnait mal. Par exemple, je te donne un exemple. Premier exemple, une partie dans laquelle les gens ne pensent pas à se les donner. Parce qu'ils sont trop dedans. Ils sont tellement dedans qu'ils pensent même pas à prendre le recul de donner des. Premier point. Et deuxième point, une partie dans laquelle certains joueurs pourraient être vexés de ne pas en recevoir. Mais elle était bien pourtant mon idée. Fred. Alors, au cours de tes playtests. Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent en fait. Parce que... Oui, je suis un peu naïf, oui. Non. Non, mais c'est mon rôle. Donc... Parce qu'à la lecture du jeu, finalement, comme il y a vraiment une différence d'approche par rapport au jeu où il y a un combat. Je vais prendre par exemple Monostatos. Ouais. T'es des héros rebelles et libérateurs qui combattent un tyran. Donc voilà, le conflit, il est clair, il est net, on va se foutre plein la gueule et il est hors de question de faire des concessions et alors que dans Prosopopée, tout le monde œuvre un peu pour la même cause, d'une certaine manière, retrouver une harmonie. Et c'est aussi un jeu dans lequel on change de manière d'approcher les autres. C'est-à-dire que c'est pas un jeu dans lequel on est en compétition. Voilà. C'est pas un jeu dans lequel c'est pas un jeu dans lequel on est en compétition. C'est pas un jeu dans lequel il peut y avoir la moindre triche parce que la triche diminuerait la valeur du d'accord, mais jeu. Non. Et c'est un jeu dans lequel fondamentalement il faut se faire confiance les uns aux autres. Fred. Et donc ce don de dés, alors il y a le guide, celui qui a lu les règles. En fait, c'est lui qui a charge de rappeler. D'accord. L'animateur. Je t'ai vu sourire. Ça t'a plu ce qu'il a dit. Donc, ça vaut le coup de lui donner un dé petit à pied, on en prend l'habitude. Et dans le cas du joueur vexé de ne pas avoir reçu de dé, je n'ai pas... T'as pas eu ça? Non, je n'ai pas vraiment... Là, c'est pas arrivé dans la partie. Hein. Je dirais que c'est une question peut-être de contrat social, c'est-à-dire de réussir à... Moi, puis la plupart du temps, en plus, tu peux te dire ils ont oublié. Parfois, il y a des sourires et puis tu vois, il y a pas de dé qui arrive. Tu fais bon. Le tout, c'est de ne pas y penser. Moi, tu sais, ce que je trouve difficile avec ce système de dons, c'est qu'en fait, il faudrait ne pas y penser tout en n'oubliant pas d'y penser. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait se dire quand il faudrait que ce soit automatique. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais tes spectateurs, au moment où tu le donnes. T'es pas en train de faire une narration toi-même. Oui, mais dans l'idéal, ce système, il faudrait que ce soit limite un quatrième personne qui est là autour et qui regarde la partie, qui a rien à faire là-dedans, qui dit à chaque fois qu'il a la sensation. Je suis pas d'accord. Non, il faut que tout le monde y participe, sinon ça ne peut pas fonctionner. C'est comme ça qu'on. Non, je dis pas que ce qu'il faut. Non. C'est qu'il faut avoir le. Oui. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est impossible à faire et c'est surtout pas ce qu'il faut faire parce que sinon cette personne se ferait monumentalement chier si tu veux. Mais même dans l'idéal, il faudrait même dans l'idéal, pensant. Alors, allez, j'y vais. En anthropologie, il y a un concept qu'on appelle le don contre don. Ouais. De Marcel Mauss. Marcel Mauss, merci. Voilà. Dans lequel il y a cette idée que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça va créer du lien. Et que cette personne va être amenée ensuite à te faire un contre-don, donc un cadeau en échange, qui va t'amener ensuite à te faire un autre don. Et donc, il y a une dynamique
dynamique sociale, c'est vraiment ça, qui se crée autour de ce don. Il y a des sociétés qui fonctionnent entièrement. Et tu trouves pas que cette dynamique peut parasiter les narrations? Au contraire, moi je trouve qu'à prosopopée, c'est ce qui fait la dynamique sociale. C'est-à-dire que en se donnant des dés comme ça, on se donne des chauds doudous, pour ceux qui connaissent le bouquin, où on sert des bons points, quoi. Des bons points, c'est un peu, ça fait un peu scolaire. Non, ça fait récompense. Mais c'est la même chose. En fait, il y a exactement la même chose en jeu de rôle, dans toutes les parties de jeu de rôle. Dans toutes les parties de jeu de rôle, il y a un système de récompense et de sanctions. Même pas. C'est simplement les gens qui sourient, ou quand on dit c'est génial ce que t'as fait, système d'approbation, de réprobation. Ce qu'on appelle en théorie les systèmes de création. Je suis d'accord avec toi, approbation. Fabien. Sauf qu'en général, en règle générale, ce système, il est naturel. C'est-à-dire, il est conditionné par le sourire, le rire, le pouce levé. C'est pas qu'il est pas naturel, c'est que il est renforcé par les règles. Oui, c'est ça. Fred. Alors, en fait, si on ne se donne pas de dés, on ne pourra pas résoudre les problèmes. Donc, au bout d'un moment, on va se dire, merde, il faut en donner. Voilà. Donc, au bout d'un moment, on va finir par en donner fatalement. Et ce que tu crains aussi, c'est qu'il y ait en quelque sorte une jalousie qui se crée, ou un jugement de putain, lui il a plein de dés et moi j'en ai pas, ou j'en ai très peu. Exactement. Je pense que si on appréhende le jeu vraiment pour ce qu'il est, on n'est pas censé se comparer les uns aux autres. C'est juste. Alors moi je l'ai. Juste pour un point. Non, attends. Il arrête pas de parler, lui. Il y a pas vraiment de compétition à moi je vais résoudre le problème avant lui parce que je l'ai ressenti dans mes premières parties de Prosopopée, mais je tiens à dire que depuis alors là ça faisait longtemps que j'y avais pas joué, mais il y a un moment donné où ça a cessé d'être le cas. D'accord. Fabien. Faut peut-être s'habituer au jeu. Ouais. Alors moi j'ai jamais vu ça, mais j'ai vu des parties dans lesquelles les gens étaient complaisants. C'est-à-dire qu'ils se donnaient des dés pour avancer le plus vite possible. J'ouvre la porte, bam, voilà, pour avancer le plus vite possible. Là, je pense c'est là que vraiment à mon avis, il y a dans la première partie on apprend à se connaître et on apprend à fixer ensemble un niveau d'exigence esthétique dans ce qu'on a envie d'avoir. Et pourquoi il faut se fixer parce que si on le fait de manière complaisante, on créera une fiction qui sera pas très satisfaisante. Ça vaut la peine on n'exploite pas le jeu pour ce qu'il donne, quoi. Donc, et ça vaut la peine d'être exigeant les uns envers les autres pour avoir une belle fiction. Mais ça c'est quelque chose qui s'apprend naturellement, je pense, dans la première partie. Je te dis, moi, c'est des comportements qui me sont passés par la tête, parfois un peu vexés qu'on m'ait pas donné de dés, ou inversement. Et justement, tu parles de la complaisance, c'est très bien. J'avais oublié cet élément-là, mais c'est arrivé aussi dans mes premières parties. Mais dans mes premières parties. Et après, c'est vraiment quelque chose que j'ai jugé indispensable. Pour moi, c'est un élément de game design fondateur de ce jeu. Frédéric. En fait, c'est cette crainte que tu as, c'est la même chose que jouer à Sens à la manière de Donjons et Dragons. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est en utilisant. C'est ne pas. Alors attends, comment on va dire ça? C'est ne pas utiliser le système à bon escient ou ne pas le comprendre. C'est ça que tu veux dire? Oui, ou c'est même essayer de jouer un jeu avec à la manière d'un autre. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est comme vouloir lire, je sais pas, Roméo et Juliette en espérant avoir une fin heureuse, quoi. En espérant spoiler, voir Transformers. Une chose, Fred, est de le vouloir. Une autre est que ce comportement surgisse de lui-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux vouloir pervertir un jeu en changeant les règles parce que t'as l'habitude d'un autre système et te dire bon allez, moi je m'en fous de son système, j'ai l'habitude de jouer avec ce système-là, il tourne, etc. Ça c'est vouloir. Là, ce que je veux dire, et là, la crainte que j'ai, c'est que sur le système de don de dés surgissent tout à coup des comportements qu'on importe en fait de son égoïsme, de son moi. Donc, même dans ce cas, mais dans ce cas, clairement, de jeu. C'est que ce jeu n'est pas fait pour ses joueurs. Ouais, d'accord. Je n'ai aucune prétention à l'universalité. D'accord. Et aucun jeu d'ailleurs ne peut convenir à tout le monde. Non, mais impeccable. Mais c'est vrai que c'est bien en tant que joueur de se demander si on a vraiment envie de jouer à ce que le jeu propose de faire. Alors, il faut avoir envie de faire quelque chose sans compétition, sans violence. En tout cas, oui. Et avec le plaisir de la beauté de ce qu'on finalement, il y a une question de contrat social aussi à ce moment-là. Mais attendez. Alors, moi, je voudrais revenir sur un point aussi là-dessus, c'est que je ne dis pas que du coup, c'est un mauvais système ou qu'il me fait douter ou quoi que ce soit. Au contraire. Oui. C'est-à-dire que, ok, il y a ce petit problème, mais le 1% de petits problèmes qui pourraient survenir cache le 19% de ce que je pense de bien de ce système. D'accord. Le fait de visualiser comme ça l'approbation, la réprobation, de donner les dés, c'est pour moi
l'essentiel de prosopopée. C'est la base, parce que c'est là que justement que tu... Mais ta question est intéressante, je pense, parce que c'est pour tout mais je voudrais pas qu'elle fasse penser aux auditeurs que du coup, moi, j'ai trouvé ce problème dans la partie. Voilà, non, attention, c'est un problème qui peut surgir. Voilà, pour tout jeu, il y a toujours un risque de le faire glisser vers autre chose. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment, comment dire, cette tentative, comme tu disais Fabien au début, de séduction, de séduire pour obtenir les dés, pousse les joueurs à déjà garder le silence quand ils pensent qu'ils vont dire une bêtise, parce que du coup, ils ont pas envie de dire une bêtise, ils sont sous le contrôle des autres joueurs, sans pression pour autant. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas la pression, c'est pas je sais pas, il y a pas une pression qui pèse sur toi. C'est on te le donne si tu trouves ça bien ou on te le donne pas, mais c'est pas bon. Contrairement à Sens par exemple, dans lequel l'immersion négative est comme une espèce de sens, en tout cas Sens Renaissance, Sens Renaissance, parce que ça change par la suite. C'est différent comme. C'est pas les mêmes. Les jeux proposent pas de faire la même chose, donc c'est pas le même. Oui, mais tu vois, c'est pas le système comme j'entends très souvent, par exemple pour Sens, dire carotte bâton. Là, il y a pas de bâton. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça, c'est ça que je voulais dire. Bon, mais donc très très bon aspect de ce jeu qui encourage les joueurs vraiment à développer des choses belles, à proposer de belles choses et à savoir écouter les autres aussi de la meilleure manière qui soit, à faire preuve d'un genre de principe de charité à l'écoute. Ça c'est intéressant. J'avais quand même l'impression qu'on était deux meneurs au cours de la partie. Oui et non, dans la mesure où j'ai quand même bien, enfin, les auditeurs ont remarqué que j'aime bien parler. En termes de participation, je dirais, c'est Fabien a autant participé que tous les deux. Oui, mais attendez les gars, d'où vient cette idée vous avez tous les deux le présupposé que les meneurs devraient parler plus que les joueurs. Non, ok. Moi, j'ai connu des meneurs qui disaient rien. C'est-à-dire qu'on est peut-être des meneurs qui ne menons pas, quoi. Parce que moi, je pense à Yann Sully notamment, qui est un meneur qui parle pas. Qu'est-ce qui te fait associer meneur au rôle de nuance, en fait? Eh bien parce qu'en fait, comme nous, on joue un peu comme le médium est en train de développer ce qui concerne son personnage, d'accord ? Et ben nous, du coup, on se retrouve un petit peu en train de jouer les personnages non joueurs et de présenter le décor. Et l'adversité aussi. Et l'adversité, ce qui quand même nous positionne dans. Oui, mais t'as pas de scénario aussi. Donc c'est-à-dire que les événements se créent vraiment au fur et à mesure de la. D'accord. Pour moi, le meneur, c'est celui qui décrit les personnages non joueurs. Et puis, moi, en tant que nuance, je ne crée pas les choses pour lui. Je les crée pour tout le monde. Comme lui, il peut très bien dire. Il y a une nuit étoilée magnifique. Il y a une nuit étoilée magnifique. Ouais. Ça, on pourrait croire que c'est le rôle des nuances, mais il peut, le médium peut tout à fait le faire. En fait, tout à l'heure, quand j'ai présenté les rôles de nuance et de médium, j'ai bien dit que la nuance présente prioritairement le paysage, les PNJ et tout le reste, et le médium présente prioritairement ce que fait mais ce prioritairement est important, ça veut aussi dire que il peut faire l'autre. Exactement. Les deux sont perméables. Voilà. Il peut changer de casquette. D'accord. À un moment donné dans la partie, il y a eu un cas. Enfin, moi, la situation était tellement décrite, était tellement problématique que j'avais du mal à décrire la suite parce que j'avais du mal à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je me suis souvent retrouvé dans cette. Alors, ça, c'est un truc que tu veux pas, je pense, avec Prosopopée, mais moi, est-ce que tu as envie que les joueurs soient en position de juge des autres? Explique un peu plus ce que tu es en train de dire, Romaric, parce que c'est pas très clair. Ah, d'accord, très bien. Moi, à un moment donné, dans la situation qu'on choisir dans quelle direction vous voulez aller. Attends. Dans la situation qu'on décrivait par rapport à cette femme, je savais pas si je devais prendre parti pour l'aubergiste ou pour le médium. Par exemple, le fait d'imposer à une femme de reconnaître ses enfants qui sont des scarabées monstrueux, parce que moi je les imagine monstrueux. Vous trouvez ça vachement beau, vous, les enfants scarabées. Moi je trouvais ça dégueulasse. Bon voilà, je trouvais ça horrible. J'avais presque envie de retirer des dés à Fabien en disant non, moi j'ai pas envie que tu réussisses à convaincre cette grand-mère qu'elle doit accepter des enfants mutants, etc. Parce que cette grand-mère, elle a peut-être des raisons. Peut-être que jadis les scarabées, ils ont bouffé toute leur récolte et qu'il y en a plein qui sont morts de faim à cause de. Alors à ce moment-là, il faut que tu le fasses dire à l'aubergiste. Bah oui, mais j'ai voulu le faire. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, Fred était en train de résoudre le problème. Oui, c'était super difficile d'intervenir à ce moment-là. Où vous aviez l'air d'être tous les deux d'accord pour résoudre la fiction dans un sens. Alors dans tous les cas, il y a pas de punition. Non. On est là pour rééquilibrer le monde. On n'est pas là pour dire tiens toi t'as fauté, t'es puni. On n'est pas des juges religieux. Non mais c'était vachement dur pour moi nuance 2 de prendre la parole, alors que nuance 1 et médium étaient d'accord sur la suite. Mais attends, nuance 1 et nuance 2 doivent pas être forcément d'accord l'une avec l'autre. Alors c'est peut-être un équilibrage de nos attentes en tant que joueurs en fait. Parce que moi j'aurais bien voulu vous en foutre dans la gueule à ce moment-là. Ok. Bon là en l'occurrence. Alors par contre oui c'était pas un problème que
que ça le fasse. Par contre, au moment où tu as pris la parole pour aller dans cette direction-là, j'étais déjà en train d'essayer de résoudre le problème. C'était déjà trop tard. Mais le problème, c'est que il fallait du temps aussi pour moi pour réfléchir à mes arguments, à prendre le temps de prendre parti. Est-ce que je suis plutôt côté Fabien, c'est une potentialité de la partie qu'on n'a pas explorée. Mais c'est pas grave. Dans une autre partie, ça aurait pu se faire, et puis voilà, quoi. Vous croyez pas qu'il y a ah non, parce qu'on peut pas c'est pour ça que tu as fait la règle, on peut pas poser les problèmes soi-même, de manière à éviter que les joueurs règlent leur compte sur le damier. Tout à fait. Très 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 bien. D'accord. T'avais prévu et anticipé enfin, au cours de playtest, t'as dû voir cette situation et donc t'adapter en fonction. Voilà, il y avait ça. Il y a un truc que j'ai trouvé intelligent en termes de game design aussi, c'est au niveau de quand on pose les dés au milieu sur le cercle. Et ça c'est nouveau aussi, hein. Moi je le connaissais pas. D'accord, dis-moi. C'est le fait que si tu lances les dés, si tu fais trop de succès, c'est compliqué à expliquer en audio, mais en gros, on pose un dé au milieu de la table, mettons on le met sur 4, ça veut dire qu'il va falloir obtenir 4 succès pour résoudre. Oui. Et puis à un moment donné, en tant que joueur, on choisit les dés qu'on va lancer. Donc les dés qu'on a reçus, que les autres joueurs nous ont donné quand on a raconté des Puis on choisit le nombre de dés qu'on va lancer. Oui. Et c'est là qu'il y a un petit calcul, on se dit, est-ce que si j'en lance pile poil le nombre, ok, je vais peut-être faire pile poil le nombre de succès, mais je peux aussi échouer, enfin, etc. Mais ce qui est intéressant dans ton système, c'est que si on fait trop de succès, à ce moment-là, on peut résoudre qu'un seul problème. Alors que si on fait pile poil le succès sur le plateau de jeu, là, on peut en résoudre 2 à la fois, voire tous les problèmes qui sont inférieurs. Voilà, si on résout un problème de difficulté 4, on peut virer tous les problèmes sur le plateau qui sont de difficulté 3, 2, 1. Voilà, et donc, il y a ce système de le moment où tu prends tes dés et où tu te dis, putain, si je lance 6 dés pour résoudre un truc à 4, si je fais 4 succès sur les 6 dés que je lance, c'est bon. Mais si j'en fais un de plus, etc. Alors tu peux te dire, tu peux soit choisir de forcer la réussite en prenant un max de dés, en te disant voilà, mais par contre tu prends le risque de dépasser, donc de pas pouvoir résoudre tout. Enfin tu vois, cette espèce de j'arrive pas à l'expliquer très bien. Mais en fait, je dirais que ce qui me manque dans ta description, c'est qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, en fait. Alors, en fait, ce que tu ressens à ce moment-là, c'est le calcul de probabilité en fait que tu ressens là. Est un petit peu équivalent à la tension que ressent le personnage au moment de résoudre, où il se dit là, j'investis mes billes, si je me rate, c'est fini. C'est-à-dire que je vais perdre les dés que j'ai lancés. Donc, si cet argument, c'est un petit peu le moment, tu sais, où t'es au dernier argument. Tu sais, quand t'es dans un duel, t'es en un duel pour savoir si oui ou non il faut que les homosexuels aient le droit d'adopter des enfants. Et là, tu sais, chacun a préparé un certain nombre d'arguments, d'accord. Et puis, à la fin, t'arrives au dernier argument. Et tu te dis, si celui-là il passe pas, j'en ai plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être ma dernière cartouche. Et ben ce côté-là, il va bien avec cette sensation sauf que tu prends l'exemple d'un combat, alors que. Oui, excuse-moi, d'une joute rhétorique en l'occurrence. En fait, c'est ce que tu décris, c'est qu'en fait, les médiums doivent trouver l'équilibre. L'équilibre, mais oui, voilà, c'est ça. Voilà. Il y a une raison aussi en termes Très bien. de jeu qui fait que quand tu fais trop de réussite, tu réussis moins bien que quand tu fais pile poil le nombre de réussites. Ah, c'est ça. C'est exactement il y a une raison en conception de jeu. Alors, Fred la connaît forcément mieux que moi. C'est ça, c'est la question d'équilibre. Les problèmes sont appelés déséquilibres. Le médium ne doit pas écraser. La source des problèmes sont mais c'est pas que symbolique, il me semble. C'est aussi que il faut pas accumuler trop de dés, non? Oui, c'est ça. Voilà. C'est que, oui, en termes de game design pur, c'est qu'il ne faut pas, c'est pour empêcher d'optimiser en fait, tout simplement. D'accord, ouais. Si tu essaies d'accumuler le plus de dés pour pouvoir tout résoudre au mieux, ça pervertit la dynamique du jeu. Enfin, en même temps, ce qui est génial, c'est que même quand t'as plein de dés en face de toi, tu peux prendre le risque d'en jeter moins et donc t'es pas sûr de réussir. Oui. Donc t'as toujours ce petit drame, cette tension dramatique. Ce qui se passe, c'est que quand t'accumules des dés, tu montes jusqu'au moment où tu es en mesure de raisonnablement de réussir le problème. Et après, accumuler plus de dés, c'est toujours cool pour la dynamique du jeu, pour l'esthétique du jeu. Mais c'est pas utile en soi. Sauf si tu rates ton coup, tu auras besoin d'autres dés après. Oui, je dis. Ok. Je disais que ça me faisait penser à Fabula tout à l'heure parce que dans Fabula, il y a un principe. C'est quoi Fabula? C'est alors non, c'est peut-être Dixit. Je confonds toujours Fabula. Fabula, c'est celui où tu racontes une histoire. Alors, non, ça c'est Fabula. Fabula. Non, dans Dixit, tu retournes. Il y a une sorte de meneur du jeu qui. Ah non, mais c'est pas ça. Pose une situation. C'est Dixit. C'est celui où tu retournes des cartes, on doit raconter une histoire. Et c'est le principe. Si tout le monde trouve, tu perds. Oui. Mais si tout le monde ne trouve pas, tu perds aussi. Ouais.
Donc il faut être suffisamment évocateur pour que certains trouvent. C'est Dixit. C'est Dixit, voilà, c'est ça. Et bah tu vois, le système de prosopopée, ce système d'équilibrage, je le trouve aussi sensible que ça et aussi intéressant. C'est-à-dire il faut être suffisamment convaincu pour, en même temps douter suffisamment pour. C'est l'équilibre là aussi en termes de game design est très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Alors je sais pas, il faudrait que je prenne plus de temps pour y réfléchir, mais en gros je trouve qu'il y a un truc là. Il tient quelque chose le Fred. Est-ce que tu as des réflexions? Ah oui, t'as une chaîne de réflexion à faire? Non, moi j'ai une conclusion à générale. Moi j'ai une autre question avant la conclusion en fait. Une question grave. Une question pesante. Attention. Il y a eu une critique sur Casus Belli de Jérôme Larrey. Critique qui dit en gros que ton livre ne permet pas d'accéder à une partie de prosopopée parce qu'il est trop complexe à aborder. Ah, trop complexe à aborder? Bah moi en tout cas c'est comme ça que j'ai compris sa critique. C'est-à-dire que... Alors je sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à ça. Moi j'ai une réponse à faire qui est que quand j'ai découvert le jeu, comme je disais tout à l'heure, au printemps 2010, Fabien. Le jeu était pas fini puisqu'il était encore en développement. Et je suis arrivé à y jouer quand même et à avoir une partie. Alors la partie a eu des bons côtés et des moins bons côtés parce que aussi j'étais en train de découvrir le jeu de rôle indie. En fait c'est mon premier jeu de rôle à narration partagée, donc. D'accord. Mais on a eu une partie qui a fonctionné, qui était loin d'être désagréable. Donc toi Fabien en tout cas t'as eu aucune difficulté à aborder le livre. Dans mon expérience et je réfléchis, ouais. Moi j'en ai. Moi, il y a un problème quand même dans prosopopée pour moi. Alors, je dis pas que pour moi, Jérôme Larrey a commis un crime abominable dans sa critique, c'est qu'il n'a pas joué au jeu et il en a fait une critique sur Casus. Ça a été l'objet, on en a discuté ensemble avec Jérôme. C'est vrai que ça pose problème. Ça me pose problème. Mais bon, c'est un autre débat. C'est-à-dire que pour moi, il a critiqué le livre, mais il n'a pas critiqué le jeu. Et à partir de ce moment-là, il n'a pas le droit de publier sa critique dans un magazine de jeux de rôle, puisqu'il n'a fait que critiquer un livre. Donc, mais en même temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Pas toujours. Non, Casus Belli, ils testent leur. Non, il faut tester. De toute façon, là, par exemple, il y a une critique de Jérôme où il dit il n'y a pas d'univers dans prosopopée. Bah, c'est parce qu'il n'a pas joué au jeu qu'il n'y a pas d'univers dans prosopopée. Parce qu'il avait joué au jeu, il aurait vu qu'il y avait un univers. Par exemple, voilà, c'est qu'un exemple, mais c'est une critique qui est du coup malheureuse. En tant qu'auteur du jeu, à une époque, j'avais une sorte d'esquisse d'univers. Et en réalité, en y jouant, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Et donc, je l'ai retiré. Parce que j'aurais pu laisser une esquisse d'univers en me disant ça va rassurer les gens qui vont y jouer, mais non, ça ne servait à rien, donc je l'ai retiré. J'ai préféré que mon manuel ne propose que des choses qui allaient vraiment être utiles au jeu. Alors, là où je rejoins la critique de Jérôme Larrey sur un point, c'est que parfois je trouve que tu introduis des termes sans les expliquer au préalable. Eh oui. Moi, il y a plusieurs fois dans prosopopée où tu as introduit des termes, je me suis dit, oh là, si je ne connaissais pas Fred, je ne saurais pas de quoi il parle. Et donc peut-être que c'est ça qu'il voulait dire. Alors je sais plus, hein, c'était au tout début dans les. Ah ouais, il faudrait reprendre le bouquin. Par exemple, tiens, si l'autre jour Sylvie Guillaume à Lyon me parlait de ce concept d'adversité, par exemple, qui est introduit à un moment donné. Alors peut-être pas dans prosopopée, peut-être qu'elle me parlait dans un de tes articles, pas dans prosopopée. Mais par exemple, voilà, un concept comme l'adversité, par exemple, où il n'y a pas d'explication de ce que c'est, ou tu vois. Et ça, c'est un truc quand même. Je trouve dans ton écriture parfois. Expliquer certaines choses. Ouais, mais par contre, on le comprend. Sur le long terme, on va le comprendre parce que évidemment, il y a un moment donné où ça va faire tilt. Mais tu vois, voilà, ça c'est un défaut du livre, je trouve, c'est que parfois les concepts sont parfois difficiles à aborder quand même. Mais bon, voilà, ça c'est une critique. Après, moi, ça m'a pas empêché d'aller vers une bonne partie. Hein. Oui, dans tous les cas. Enfin, vas-y. Il y a des gens qui disaient que qui trouvaient que prosopopée était particulièrement clair par rapport à d'autres. Ah, mais ça, alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est une critique. Encore une fois, c'est une critique à 5% sur les 95% de clarté du jeu. Mais si tu veux, là où serait le seul point d'accord que j'aurais avec Jérôme Larrey par rapport à la critique qu'il en a faite sur Casus, c'est que effectivement, je trouve que parfois il y a des termes qui sont introduits sans explication préalable et que ça peut dérouter. Ouais. Alors, mais ça n'empêche
en aucun cas de les comprendre et en aucun cas de jouer au jeu. Contrairement à un jeu comme je suis plus d'accord avec Zombie Cinema de Eero Tuovinen, qui est un jeu dont on a déjà fait un podcast ensemble d'ailleurs. Ah, absolument. Qui est un très bon jeu, mais dans lequel l'auteur a fait le pari de mettre exclusivement les règles. Donc de manière très très sèche. Oui, c'est le strict minimum. Sans expliquer sans expliquer comment elles doivent fonctionner, quels doivent être les comportements des joueurs. Dans Prosopopée, il y a quand même au moins la moitié du bouquin dans lequel on explique. Fred nous prend par la main pour aller vers la partie. Voilà. Mais il nous prend par la main en nous parlant de schémas narratifs, d'adversité, de termes. Enfin, je vais prendre le bouquin. Je suis sûr que je vais tomber sur un terme. Je reconnais pas les termes que tu emploies. Non, excuse-moi, Fred. Schéma narratif. Mais oui, quand il parle de transcendance ou de synergie. Paradigme, transcendance, synergie, osmose. Ouais, okay. Rien que le titre, voilà, Prosopopée. Prosopopée, déjà. Ça fait partie de l'esthétique du jeu aussi, d'une certaine manière. Non, mais il faut pas que les gens, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui vont acheter ce livre et qui vont le lire ne doivent pas être déroutés par certains, parce que de toute façon, tout va s'éclairer au fur et à mesure et dans la partie. Même si, allez au bout du livre, testez, faites la partie, et après vous allez, limite même, ça apporte un deuxième éclairage au jeu, et ça lui apporte une... Et c'est pour ça que je reproche à Jérôme de ne pas avoir testé, parce que s'il avait testé, il se serait aperçu de ça. Il aurait dit, comme moi, c'est-à-dire, le livre parfois peut sembler difficile à aborder, mais dès qu'on commence à glisser vers une partie, on revient vers le livre, on le comprend mieux, et donc, en tant qu'ensuite, comment on dit, animateur de la partie, guide de la partie, on sera très performant et très très voilà. Et puis il faut voir aussi que c'est un. Alors oui, Fred. C'est clair qu'il y a certains de mes partis pris, mais au niveau du texte lui-même, oui, peut-être que en effet j'aurais pu être un peu plus didactique, un peu plus. Bon, après, le bouquin, il fait moins de 100 pages, quoi. Enfin, non, par exemple, tu vois, moi, je me mets à la place, là. Je me mets il voulait terminer ça. Ah, pardon, excuse-moi, oui. Fred. Ouais, néanmoins, je pense qu'à partir du moment où un jeu aborde une manière de jouer qui est inhabituelle, il y a toujours un temps d'adaptation. Oui. Un apprentissage pour. Bien sûr. Ça, c'est clair. À jouer au jeu. Et tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut pas que la personne soit déroutée par des termes comme le terme de transcendance, par des termes comme faut pas oublier quand même que il y a des lycéens qui jouent à nos jeux. Si on les comprend pas, on peut faire tourner le jeu quand même. Enfin les gens sont pas cons non plus. Oui. Oui, non, mais par exemple attention parce qu'il y a quand Jérôme dit par exemple que le livre est verbeux, c'est ça qu'il veut dire. C'est qu'il y a des termes compliqués dans la position que tu défends, Romaric, il y a un Fabien, il y a un biais. Il y a un sous-entendu auquel je n'adhère pas, qui est que il faudrait absolument écrire il faut absolument écrire des jeux simples et incompréhensibles par tous. Pas du tout. Parce que alors attends, je voudrais aller jusqu'au bout de ce que je veux dénoncer. Je veux pas que OK, évidemment il faut que les bouquins soient accessibles. Moi j'ai fait aussi un gros effort d'accessibilité pour Monostatos. Bah oui. Mais en même temps, il faut pas non plus se dire il faut absolument que ce soit compréhensible par tout le monde. J'aime pas cette position de dire les gens sont un peu un peu cons. C'est pas ce que je dis. Oui, je sais bien que c'est pas ce que tu dis, mais c'est ce ça pourrait laisser penser. D'accord, OK. Bah t'as raison de le préciser alors que c'est pas du tout ce que je veux dire. OK. Alors oui, il y a une autre position qu'on peut me reprocher éventuellement, je l'accepte. C'est que pour moi, OK, c'est un manuel de jeu, mais pour moi, c'est aussi un peu autre chose. C'est aussi une fiction. Ça permet de créer des histoires, ça permet de créer des mondes. Donc à partir de ce moment-là, je m'autorise un minimum de complexité. J'avoue que en ce moment, je suis en train de finir le cycle des Princes d'Ambre. Ouais. Mais il y a des moments où j'ai besoin de prendre mon dictionnaire, quoi. Parce que il y a un vocabulaire qui n'est pas à ma portée. Roger Zelazny. Donc je m'autorise un minimum de ça dans mes bouquins. Parce que voilà. ça me paraît il dit quand même clairement les choses. Il y a un effort à fournir pour le jeu. En gros, ce que Fred est en train de nous dire, c'est je n'hésite pas à utiliser des termes complexes, compliqués, techniques dans mes livres parce que j'estime que on a le droit, quand on lit un livre, d'aller chercher un dictionnaire et de s'instruire. Et aussi parce que ça me semble être l'essence du livre. Et aussi parce que, en l'occurrence, ça sert le propos du livre. Oui, voilà. C'est pas gratuit. C'est pas pour faire du show-off. Enfin, j'espère. OK. Ça sert le propos du livre. Et ça, c'est quand même important. C'est un point important. Mais voilà, c'était pour signaler cette critique, en parler, parce que ça aurait été vraiment dommage de ne pas en parler.
de dire que voilà, cette critique elle a été écrite sur la base d'un livre qui, selon Jérôme, ne permet pas de mener à une partie, ce que ici vous contestez. Clairement. Moi, en tout cas, simplement, moi, j'y suis, j'avais j'avais aucune expérience indie même. Mais dire qu'effectivement, d'après les retours que j'ai eus, sachant que toutes les personnes qui ont joué ne sont pas en thèse de sociologie ou n'ont pas fait un master 2 de métaphysique, de philosophie. Les personnes qui ont joué n'ont pas rencontré de problème apparemment. On m'a demandé des conseils pour mener une première partie, mais en dehors de ça. Alors maintenant, moi je vais vous dire un truc. Par exemple, quand on entend ça, par exemple derrière la 4e de couverture, il est écrit un jeu sur les discordances entre le divin, la nature et les humains. Tu vois déjà un jeu sur les discordances, d'accord ? On pourrait se dire, oh là, on lève le petit doigt, on prend la tasse de thé, les discordances, etc. On pourrait dire, Frédéric Sintès, il se la pète à utiliser des mots compliqués pour dire des choses très simples. Moi qui connais Frédéric Sintès, je peux vous dire sur ce podcast que ce n'est pas ça. C'est que ce mec, il parle comme ça, il est comme ça, c'est tout. Il faut pas se dire dans ce livre, dans la vie courante, et pas seulement dans son bouquin. Non. Simplement. Mais non, justement, je ne crois pas. Je crois que c'est sa manière normale. Il parle des trucs. C'est simplement que ça. Il aborde les choses dans leur complexité. Il utilise des termes complexes parfois, mais même dans la vie de tous les jours. Ouais. Et donc, c'est pour ça que il faut pas se dire voilà un auteur qui se la pète. Non, c'est vous faites la connaissance de Frédéric Sintès, messieurs dames. C'est comme ça. Et voilà. Et pourquoi pas. Après tout, c'est pas à nous c'est pas à lui de se rabaisser pour se mettre à notre niveau. C'est à nous de faire l'effort de comprendre ce qu'il veut dire, et d'enrichir notre culture. Simplement, dans les cordes sensibles, par exemple, où il va utiliser des termes de psychanalyse, etc., on va pas le lui reprocher quand même de faire appel à des spécialistes. Au contraire, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des choses aussi. Là, j'imagine on voit tes beaux-arts là, non? Il y a pas mal des beaux-arts là-dedans. Oui, en partie. En plus, il y a une dimension un peu métaphorique. Ça y est, je suis voilà. Ça fait penser aux inconnus, et parabolique. Voilà. Et vice versa. Mais Fred est quelqu'un de naturellement parabolique. Ne cherchez pas. C'est pas qu'il se la pète, c'est que voilà, c'est comme ça. C'est son style. Enfin, je sais pas, moi, il faut ça, voilà. Il faut pas le prendre comme un. Alors que si d'autres le faisaient, ça pourrait être, oui, effectivement, il pourrait peut-être se la péter. Mais ça, c'est Frédéric. Là, je le connais personnellement, donc j'en parle. Tu m'en veux pas, Fabien, de dire ça. Ouais, tout ce que tu dis sur ce podcast, c'est ta position, même si on a d'autres trucs. Bref. Même si on peut faire d'autres positions, c'est ça que tu veux dire. Même si on peut avoir des positions différentes. Voilà. Attention, parce que du coup, comme toi, tu parles toujours de sexualité, c'est mon côté militant, c'est la position du missionnaire qui est ma préférée. Alors, est-ce que, je pense qu'on a vraiment, Non, j'aimerais bien faire une conclusion sur le. Ça marche. Écoute, Fabien, je t'en prie. Alors, ce qui est très impressionnant, si on prend du recul sur Prosopopée, c'est que c'est le premier jeu, je crois, à ma connaissance, qui met vraiment son accent sur la beauté, la poésie, l'onirisme, l'esthétique de la création de l'univers. Je dis pas qu'il y a pas d'autres jeux qui sont beaux, comme Polaris de Ben Lehman, par exemple. Agone, oui. Enfin, évidemment, moi, je connais mieux les jeux de rôle à narration partagée, mais Nobilis aussi, qui est cité dans les. Mais Prosopopée, c'est le premier jeu. Il est pas sorti. Ah, c'est vrai, pardon. Prosopopée, c'est le premier jeu qui est vraiment centré sur l'esthétique et qui met tout en œuvre pour créer de belles parties, de beaux univers, etc., etc. Et ça, c'est, je crois, c'est vraiment une première en jeu de rôle. C'est-à-dire que même tout le travail qui a été fait sur The Forge, la plupart de leurs jeux sont des jeux dans lesquels on affronte des dilemmes moraux, où on s'interroge sur l'éthique des personnages. Prosopopée, c'est le premier jeu dans lequel c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment la beauté des choses. Et moi qui suis très intéressé aussi par cette question de l'esthétique, de la beauté, de créer de beaux jeux de rôle, c'est assez intimidant en fait ce jeu, parce que c'est un peu cette question de oui, il y a ça qui a été fait, bon, on fait quoi après, tu vois. Beethoven, quoi. C'est vrai. Faire après Beethoven? J'ai des projets pour essayer de dépasser. On est en train de comparer Fred à Beethoven, là, en gros. Mais ça va, il est pas sourd, Fred. Je connais pas Beethoven. Non, mais je passe plus les portes après ce podcast. J'ai les chevilles déjà qui me font mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais c'est la position de Fabien, hein. Moi, je pourrais en défendre.
j'ai d'autres projets pour essayer d'espacer au sens noble, absorber et puis aller plus loin, quoi. Mais c'est difficile parce que Prosopopée est le premier jeu il ouvre une voie d'une certaine manière. Alors que d'autres voies, comme justement sur les questions de dilemme ou sur les questions de stratégie ou enfin plein de trucs ont déjà été explorés. Et Prosopopée, c'est une espèce de coup de lumière sur une dimension de jeu de rôle qu'on n'avait jamais vue jusque-là. Et ça, je trouve que c'est vraiment très impressionnant. D'accord. Donc, je le recommande à tout concepteur de jeu qui voudrait créer des univers beaux, qui voudrait mettre l'accent là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ce qui est incroyable, c'est le petit jeu là, comme ça, il fait quoi? Il fait une centaine de pages, un peu moins, un petit peu moins d'une centaine de pages, et l'ampleur du truc, quoi. Et tu fais scandaleusement payer ce livre 14 €. Et moi, ça, je trouve ça scandaleux. Ce qui est bien la preuve que parce que ce jeu devrait en coûter au moins 20. Minimum. On discutera des questions de prix sur Silent Drift. Au moins 20. Minimum. Mais c'est bien la preuve que ce qui est important, c'est le minimum. C'est le jeu au sens, la cohérence que l'auteur y a mis dedans, moins que l'objet livre ou même que le texte du livre lui-même. La force de Prosopopée, c'est le Call of Duty 70 €, Prosopopée 14 €. Voilà. On en discutera. On fera un podcast sur le prix du jeu de rôle. Sur le prix du jeu de rôle, carrément. Et moi, j'aurais des arguments. Et je viendrai défendre ma position de vendre Monostatos à 15 €. Bah, ça marche. Je te pèterai la gueule, quoi. Ouais, on verra ça. Espèce de tyran omniscient. J'ose plus rien dire, là. En tout cas, Fred, merci pour Prosopopée. Vous le trouverez sur Lulu. Il est, vous l'aurez compris, un indispensable pour la cellule. Il faut à tout prix sur le site Limbic Systems aussi, qui est le label de Fred. Sur le site Limbic Systems, qui est le label de Fred. Il faut aussi dire que Magali Coulombier, c'est ça? Magali Synthèse maintenant. Magali Synthèse maintenant. Il y a énormément participé et je pense qu'il faut quand même souligner sa participation à ce jeu également. Oui. C'est un très très beau jeu. Sur la cellule, on l'a adoré. Comme on l'a dit au début de ce podcast, c'est aussi pour ça qu'avec Frédéric Synthèse, on est devenus des potes. Alors, on va pas s'en cacher. Prosopopée, c'est bon, mangez-en. On vous laisse pour cette semaine, mais on revient la semaine prochaine avec d'autres podcasts, d'autres invités, encore plus de débats et de beaux jeux. Mieux. Toujours plus, toujours mieux. Portez-vous bien, jouez bien. À bientôt. Merci Frédéric. Merci Fabien. À bientôt. Salut. Tout le monde. Salut. Ciao.